Vous écoutez Arte Radio. Tu me prêteras ta serviette ? Un peu, mon neveu. Je suis pas sûre de pouvoir rester 30 secondes, j'avoue. Oui, en fait, tu prends la serviette toi, et puis moi, je la prendrai après. Si je reste plus longtemps que toi, c'est quand même probable, mais pas dit, c'est pas dit. On sait jamais. Je vais peut-être découvrir un don. Oui, yes, bravo, c'est ça. Yes, respire bien. C'est vrai que c'est excitant. La personne que vous entendez respirer très fort, c'est moi. Mais ce que vous n'entendez pas, c'est la température de l'eau. Elle doit se situer entre 0 et 2 degrés. Car à cet instant précis, je suis dans le cercle polaire. Mais comment j'en suis arrivée là ? Chambre froide de Julie Ozou, réalisée par Annabelle Brouard. Tout a commencé ici, dans cette cour d'immeuble. C'est assez beau, t'as vu, ils sont tout pris dans la misère. Chaque année, elle est enlevée, mais ça repousse. Elle est réenlevée et ça repousse. Et donc il est resté là plusieurs années, son vélo. Longtemps, ouais. Ce vélo est resté plusieurs années à la même place, recouvert de misère comme une stèle symbolique. Moi, j'habite là, au fond. Au fond de la cour. Au fond de la cour. Il appartenait à la voisine de mon amie Valentine. Et Valentine est aussi ma voisine. Ah oui, on voit le... On habite dans la même rue. On voit le Vélux, mais... Au-dessus de chez Didier, il y a un tout petit appart, genre un petit studio. Un jour, alors que nous étions ensemble dans la cour, je ne sais plus comment ni pourquoi, elle m'a raconté ce qui est arrivé à cette femme. Tu crois que c'est pas cette fenêtre-là, c'est encore au-dessus ? Non, là, c'est chez Didier. Et depuis, son histoire m'obsède. Notre chat, à chaque fois qu'il passait dans le couloir qui correspond à peu près à l'endroit où il miaulait tout le temps. Miaou, il s'arrêtait, miaou, il repartait. Il s'arrêtait, il regardait, miaou, il repartait. Les chats ont des sens que nous, on n'a pas, hein, l'odorat notamment. Puis nous, bon, qu'est-ce qu'il a miaulé tout le temps là ? Il est énervant. Et il a arrêté ces miaulements-là après les pompiers. Alors, pour en savoir plus, j'ai commencé à interroger son voisinage. Et j'ai rencontré Didier. Les pompiers ils sont entrés 2 à 2, on les a entendus boutiquer, ils ont ouvert la porte et ils ont dit « bah oui, elle est là ». Donc là, Et elle était dans le congélateur. Son corps était dans le congélateur qui marchait, porte ouverte. C'est une sorte de congélateur comme une cuve, avec le truc qui soulève. Un congélateur coffre, en long, mais pas assez long pour être allongé. Tu te retrouves en position des momies incas. Donc après, il a fallu extraire le corps, donc ils n'ont pas pu l'enlever, évidemment. Ils l'ont ressorti par la fenêtre avec une grue, probablement pour décongeler, pour faire l'autopsie, etc. Enfin, tout le travail qui se fait dans ces cas-là. On ouvre tous les possibles, ça va du crime au suicide. Mercredi 3 mars, à Nantes, le corps d'une femme d'une quarantaine d'années a été découvert dans un congélateur coffre. Une autopsie a été pratiquée ce lundi matin. La thèse du suicide avait été retenue dans un premier temps, mais elle est aujourd'hui écartée. L'hypothèse de l'accident est désormais retenue. Plus j'apprenais les faits, plus c'était difficile d'y croire. Pourtant, c'est bel et bien vrai. Cette femme s'est mise volontairement dans son congélateur sans intention de mettre fin à ses jours. C'est un accident. Alors déjà, elle habite pas un grand appartement. Moi, j'y suis jamais allée, mais a priori, de ce que j'ai compris, c'est un petit appartement. Qu'est-ce que tu fais avec un gros congélateur dans un appartement au 3e étage ? C'est quand même une question, enfin... Puis après, ils l'ont retrouvé dans son congélateur, et en plus, avec la porte ouverte, enfin... Là, c'est quand même un peu intriguant. C'était tellement intriguant que j'ai voulu récupérer le rapport d'autopsie. Et c'était l'autopsie, elle a été faite le 8 mars 2021. Il y a bien un dossier d'enregistré, effectivement. Je vais vous donner l'adresse, là ça va être le bureau d'ordre. Bon, ça a vite été un échec. Madame, je prends connaissance de la demande ci-dessous à laquelle je n'entends pas donner de suite favorable.
Cette pièce de procédure est en effet couverte par le secret de l'enquête. Merde. Ça avait l'air plus facile dans les films. Elle s'est pas suicidée, c'est pas possible. Je ne crois pas qu'elle était comme ça. Elle était attachée à la vie quand même. Soit elle a eu un malaise, faiblesse cardiaque, faiblesse respiratoire, faiblesse du corps, et soit par choc thermique, tu sais, du genre, elle se rentre dans le trop froid et boum, ça fait un arrêt, ou bien qu'elle s'est endormie. Ça m'a apaisé de penser qu'elle s'est endormie, parce que je l'aimais bien. Ouais, j'ai voulu juste imaginer qu'elle s'était endormie. Yves est un ancien voisin. Il y avait quelque chose qui l'avait enveloppée, quelque chose lui avait échappé peut-être aussi. Et en fait, je n'avais même pas besoin du rapport d'autopsie. Parce que j'ai découvert que son voisinage connaissait la raison précise de son geste. Une raison complètement déraisonnable, qui m'a décomposée. On avait tout de suite pensé qu'elle devait tenter des systèmes thérapeutiques. Je regarde de temps en temps l'actualité du rugby et je vois bien que les rugbyman vont se mettre dans des coffres-forts glacés pour récupérer. Donc on en entend parler. On se dit tiens. Il y avait des informations qui circulaient, comme quoi le pharmacien avait donné des informations probablement à la police, et que donc elle s'intéressait à la cryothérapie. Donc en fait, il y a là quand même la question de la cryothérapie qui est arrivée assez vite comme une explication potentielle. Elle a dû se décider de se faire à l'arrache, quoi. De l'auto-cryothérapie pour se soulager. Moi, elle m'en avait parlé, elle me l'avait évoqué, mais j'avoue qu'à l'époque, ça ne m'avait pas plus marqué que ça. Je lui ai dit, ah bon, tu fais ça, mais sans mettre d'image. Je pensais qu'elle se mettait des pains de glace, moi, comme ça se fait avec des trucs que tu mets au frigo. Je pensais pas que c'était un congélo. Cette femme faisait de la cryothérapie. Par elle-même, DIY, dans son propre congélateur qu'elle avait acheté pour ça. Sur les réseaux sociaux ou ailleurs, les commentaires fusent. Elle était givrée. La raison confirmait la conclusion, et la conclusion leur donnait raison. Alors quoi ? On s'arrête là et on classe l'affaire ? Ce serait tellement arrangeant de penser que cette femme était folle. Ça a toujours arrangé tout le monde de penser que les femmes sont folles. Et ça ne répond pas à la question. Pourquoi elle s'est mise dans son congélateur ? Ou si vous préférez, pourquoi elle s'est mise dans son congélateur pour faire de la cryothérapie ? Et je savais même pas ce que c'était la cryothérapie. La cryothérapie, c'est une exposition à un environnement froid en rafraîchissant l'air. Cyril Forestier est docteur en sciences du sport et vulgarisateur scientifique. À des températures qui sont très basses, alors ça peut aller de moins 60 à moins 195 degrés. Moins 195 degrés ? Ça, c'est une folie. Et généralement, la durée d'exposition, elle est relativement courte. Ça fait un espèce de choc thermique très intense, très bref, très superficiel. Et donc ça, c'est globalement le fonctionnement de la cryothérapie. Je n'ai pas connu Catherine, et je m'aperçois que je n'ai même pas encore prononcé son prénom. Ce n'était pas en examinant son cadavre que je pourrais tenter de démêler des fils, mais en essayant d'en savoir plus sur son être, vivant. J'avais besoin de la comprendre et de l'imaginer. C'était une femme de la quarantaine, cheveux courts, pour moi ils étaient châtains. Je dirais qu'elle avait les yeux bleus. J'ai l'impression, dans mon souvenir, qu'elle avait les joues un peu rouges, un peu rosées comme ça. Autour d'1m60, assez fine tout en étant charpentée. Il y avait de la rondeur, du sourire et de la sensibilité. Elle avait une spontanéité et un très léger accent qu'elle avait gardé de son vécu en Angleterre. Et voulait retrouver une nouvelle vie en France. Et donc l'idée, c'était qu'elle puisse s'occuper de nos enfants. Donc elle a été la nounou. J'en ai parlé avec mon fils aîné, il se rappelait d'elle. Catherine avait 43 ans, comme moi. C'est là que j'ai réalisé qu'elle aurait très bien pu être ma collègue, ma cousine ou ma copine. Elle avait de la maturité, de l'humour, de la sensibilité, de l'attention, et un timbre de voix et un sourire. J'ai une sensation d'avoir rencontré une forme de fragilité sensible, une sensibilité étincelante. Et puis ce côté original qui faisait partie de son personnage et qui est poétiquement magnifique. C'est-à-dire ce côté, elle est restée elle-même jusque dans l'événement de sa mort qu'elle n'a pas provoqué. Une copine un peu spéciale, un peu particulière, un peu folle. On y revient. Dire qu'elle était juste folle permet de mettre les autres questions sous le tapis, avec toute la poussière qui va avec.
Pourtant, elle semblait pas aimer ça, la poussière, Catherine. Il a commencé à passer son aspirateur et le balayage au-dessus à 3h du mat ou 4. Mais que ça déménageait dans tous les sens. Et là, d'un coup, on entendait le déménagement. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de lui dire de se calmer un peu en disant « Catherine, tu pourrais peut-être... Ah ouais, t'as raison. » Mais je n'en voulais pas, c'était rigolo. Parce qu'elle était marrante, elle était atypique. Catherine me rendait visite la nuit, en rêve, mais aussi dans mes pensées, en pleine journée. Il y avait tellement de questions que j'aurais aimé lui poser. Alors je l'imaginais, chez elle. Petit à petit, c'était de plus en plus le bordel. Elle rangeait moins, je sais pas. Elle faisait le ménage quand même, c'était propre au sens propre, mais elle accumulait des trucs, etc. petit à petit. Peut-être que les objets la rassuraient plus que les humains. Eux au moins, ils sont toujours là. Ou peut-être qu'elle se sentait comme eux, fêlée. Surtout, on pouvait parler avec elle d'un besoin amoureux, romantique, l'idée de rencontrer quelqu'un, l'idée de pouvoir s'établir dans une relation. Donc je me rappelle, une fois, elle était venue avec 3 robes les essayer chez nous. Je songeais à elle dans cette robe colorée qu'elle avait mis tant de temps à choisir. Est-ce qu'elle s'est sentie belle ce jour-là ? Et lors de ce premier rendez-vous, est-ce qu'elle a encore été déçue ? Est-ce que c'est là que son cœur s'est glacé ? Ou qu'elle s'est transformée en femme figée, en femme gelée ? Mais de quoi souffrait-elle au juste ? Certainement un syndrome, je dirais psychologique ou psychiatrique, mais pas jugeant. On a tous des problèmes de syndrome, des tocs ou des tics ou des tacs, comme on va dire. Mais disons qu'elle avait certainement une souffrance qui s'est accumulée, associée aussi à une maladie physiologique, je pense. C'était pas que psycho. Elle avait un syndrome, je ne sais pas lequel. Et puis elle avait des problèmes de douleurs, des douleurs articulaires. Alors est-ce que c'était de la polyarthrite ou neurologique, je ne peux pas savoir, mais elle avait des douleurs physiques. Elle souffrait physiquement. Donc au début, moi, je pensais que c'était psychosomatique et que c'était une souffrance physique réelle, mais due à du psychologique. Et je pense qu'elle avait les deux. Je me demande si Catherine souffrait parce qu'elle était atypique ou si elle était atypique parce qu'elle souffrait. En tout cas, elle avait mal, dans sa tête et dans son corps. Pourtant, on le sait que les personnes qui souffrent psychiquement savent plus comment être dans leur corps. C'est très répandu, et d'ailleurs beaucoup souffrent du comportement alimentaire ou de mutilation. Enfin, le corps est aux premières loges quand même. Alice Rousseau est psychiatre. Elle a fait sa thèse sur l'épistémologie de l'hystérie. Et pourtant, moi dans ma formation de psychiatre, on m'a jamais appris à prendre le corps en compte, quoi. Elle avait le sentiment qu'elle était mal soignée. Elle se faisait soigner bien, mais en même temps toujours avec l'idée qu'elle était mal soignée, puisqu'elle souffrait tout le temps, et que ça s'apaisait un peu, pas vraiment. Ça peut faire partie de ces maladies un peu longues que certaines personnes ont, qui sont mal diagnostiquées, ça dure des années. Ça détruit la psychologie aussi, ça. C'est du non-stop. Il y a effectivement le problème de l'errance thérapeutique qu'on va retrouver particulièrement chez les femmes, qui sont quand même surreprésentées parmi les personnes qui souffrent de problèmes de santé qui ne sont pas expliqués par la médecine ou qui sont difficiles à diagnostiquer. Soane Tricoire exerce la diététique et est membre du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences. Ça, on peut le mettre en lien avec le fait que la recherche ne priorise pas les problèmes de santé dits féminins. La médecine est tout aussi patriarcale que l'est la société dans laquelle elle s'inscrit. Et de ce fait, on va retrouver des comportements, des attitudes, des propos qui peuvent relever de violences sexistes et sexuelles. Et notamment, ce qu'on observe très fréquemment, c'est que la parole des femmes est souvent discréditée. Par exemple, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis que je trouve particulièrement marquante. Ils ont observé quel était le traitement réservé à des personnes qui se présentaient aux urgences de l'hôpital pour des douleurs abdominales. Et il s'avère que les femmes étaient traitées beaucoup plus tardivement que les hommes ne l'étaient et qu'elles étaient presque un quart de moins à recevoir des antalgiques opioïdes, donc des antalgiques forts, pour un même niveau de douleur. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que la parole des femmes qui se plaignent de douleur, elle va être reçue de manière différente que celle des hommes et ça va avoir des conséquences très concrètement sur la prise en charge des femmes qui viennent se présenter avec des douleurs. Je pense à une jeune femme que j'accompagne là, qui souffre de douleurs dans tout son corps et qui a eu un diagnostic de fibromyalgie. Et c'est des douleurs très, très, très tenaces, quoi, qu'elle a depuis très longtemps. En apprenant à la connaître, en connaissant son histoire, on commence à comprendre que son expérience d'elle-même, donc elle-même en tant que corps et psyché, mais tout ça s'est regroupé dans cette chair qu'elle porte, et ben son expérience d'elle-même, c'est la douleur. Quelque part, elle connaît que ça.
Sinon, c'est comme si elle disparaissait. La douleur fait enveloppe, comme le froid peut faire enveloppe. Mais souvent, c'est plutôt la douleur qui fait enveloppe. Et d'ailleurs, le froid, c'est à la limite de la douleur. Je comprends que ça puisse être extrêmement soulageant de se saisir soi-même dans du froid, d'autant que le froid, ça saisit et puis ça peut endormir un peu. C'est un super anxiolytique, j'imagine, quoi. Et puis, il y a des gens qui se scarifient pour éprouver autre chose que leur douleur morale. Ben, j'imagine que quand t'as hyper froid, t'es occupé à autre chose qu'à vivre les horreurs que t'as dans la tête, si c'était le cas de Catherine, je sais pas. Donc le froid, le dur de ce frigo, ça m'évoque tout un tas de choses de personnes qui avaient besoin de sentir la limite de leur corps, sans quoi ils avaient l'impression de disparaître, et c'était une angoisse terrible, hein, d'avoir l'impression d'être morcelés. Il y a des gens qui racontent que quand ils prennent leur douche, ils ont l'impression qu'ils pourraient finir dans le siphon comme l'eau. Chez beaucoup de personnes, tout un tas de raisons, mais parfois parce qu'elles n'ont pas été tenues dans les bras. Il y a beaucoup d'orphelins qui vivent ça. Et ben, la consolidation de cette enveloppe, elle n'a pas pu se faire. Ils ont été tout seuls avec leur débordement de sensations. Peut-être Catherine, elle avait cette expérience-là. Où il fallait consolider une enveloppe pour pas avoir peur. D'être ouverte sur le monde, c'est terrifiant. On peut imaginer ça. Souffrance physique, souffrance psychique, souffrance entremêlée, interagissant entre elles. J'ai pas envie, mais ils vont me réhospitaliser, tout ça. Je dis, ça serait peut-être mieux s'ils t'hospitalisent, si t'es pas bien, que de rester toute seule, être malade. De toute façon, Catherine, c'est très bien si t'es hospitalisée. Ah non, je veux pas. Puis comme elle avait son syndrome, elle en parlait déjà depuis longtemps, elle me disait, oh, de toute façon, je vivrai pas longtemps, je vais mourir toute seule et tout. Je dis, mais non, tu vas pas mourir toute seule, d'abord on est là. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une troisième souffrance. La souffrance sociale. Au début, elle avait des amis, il y avait des visites. Et petit à petit, elle a perdu le social comme ça. Je ne sais pas pourquoi. On m'a raconté qu'elle a mis vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être retrouvée, en fait. Et que sa famille ne s'en était pas inquiétée. Moi, c'était ça qui m'avait choquée. Je m'étais dit, mais comment c'est possible que personne ne soit inquiété de la vie de cette femme, en fait ? Il y a aussi ça, on s'est dit, mais elle n'est pas seule à 100%. Et il semblerait que donc personne s'en ait vraiment inquiété. Donc elle était peut-être plus seule qu'on ne le pensait. C'est pour ça que c'est terrible en même temps, il y a un côté effrayant dans cette histoire. Pas dans le côté effroi, mais dans le côté... alors qu'on est un voisinage attentif. Donc j'imagine un voisinage qui n'est pas attentif. Est-ce qu'elle se sentait si seule qu'elle a utilisé le froid comme un linceul ? Ou comme une armure ? Nous sommes en guerre. Comme elle était confinée et malade, c'était compliqué pour elle. Comme elle ne voulait pas sortir, parce qu'elle avait peur de sortir, et puis parce qu'elle me disait qu'elle était fatiguée, je lui ai dit, écoute Catherine, moi je te fais le service, il n'y a pas de souci. Donc elle me glissait sous la porte sa prescription, rarement en entrouvant la porte pour me la donner, en me disant, ah je suis pas bien, faut pas se contaminer. Donc je prenais, puis j'allais à la pharmacie avec tout un stock de soins, elle avait beaucoup de médicaments, donc il y avait des injections, des machins, moi je sais pas trop, je suis pas pharmacien. Puis j'ai pas le caractère curieux, malsain, d'aller regarder, tu sais, genre tu prends la boîte de médoc, ah bah comme tu as l'opportunité, tu vas sur internet et tu dis, ah donc elle a ça comme maladie. Moi j'ai estimé que si elle ne voulait pas me dire ce qu'elle avait comme maladie, c'était une histoire entre elle et son médecin, et c'était pas à moi de le savoir. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, donne des ordres à Macron au sujet de la vaccination, en partenariat avec Bill Gates et Big Pharma, pour nous faire vacciner, pour nous faire dépister, pour nous faire tester, pour nous faire pucer. Quand on a vu la gestion de la crise sanitaire pour le Covid, qui était catastrophique, ça fait partie des éléments qui peuvent petit à petit faire augmenter la défiance envers la médecine, envers la science, et créer un contexte favorable à une attraction pour des thérapies qui se présentent comme alternatives. On va aussi avoir des problèmes de conflit d'intérêts majeurs entre l'industrie pharmaceutique et le monde médical. Et tous ces problèmes n'étant pas adressés sérieusement, eh bien, ça laisse de la place à des discours à tendance complotiste qui vont faire grossir ces traits-là jusqu'au point de décrédibiliser entièrement la science et la médecine. Au-delà de la croissance des théories complotistes et anti-vax qu'a suscité cette période, je réalise que Catherine est morte en plein couvre-feu. Ironie du terme. L'autopsie a été effectuée le 8 mars 2021. Ironie du sort. C'est la journée internationale des luttes des droits des femmes.
Les femmes ne se sentent pas entendues, ne se sentent pas écoutées, ne se sentent pas comprises. Mais ça passe aussi par le fait de rallonger les temps de consultation pour permettre un réel échange entre un praticien et une patiente. Et à l'heure actuelle, malheureusement, beaucoup de médecins n'ont pas d'autre choix que de proposer des consultations très courtes du fait que ces médecins sont sursollicités parce que les médecins sont en sous-nombre par rapport à la demande. Il y a beaucoup de déserts médicaux dans lesquels il faut patienter parfois des mois pour pouvoir enfin voir un médecin. Donc ça fait aussi partie des éléments qui peuvent conduire des patientes et des patients à se détourner de la médecine pour aller vers des thérapies alternatives qui sont beaucoup plus accessibles et qui proposent des temps de consultation plus longs, des temps où on va se sentir un peu plus écouté, toutes ces choses que l'on ne retrouve pas dans la médecine en général. Et voilà, la médecine et même la psychiatrie a tendance à vraiment dissocier corps et psyché. Alors du coup, je peux comprendre que dans des prises en soins un peu alternatives qui vendent une prise en charge globale, holistique, c'est vrai que ça fait un peu envie, quoi. Est-ce que c'est ça? Elle a essayé de chercher d'autres solutions? Douleur, soulagement. Et en 2 clics, est-ce que comme moi, elle a trouvé que le froid était le nouveau remède miracle de notre société occidentale? Depuis quelque temps, il semble être notre compagnon de bien-être idéal, notre meilleur allié pour notre santé physique et mentale. Du moins, c'est ce que prétendent YouTube et Instagram. Une fois qu'on a goûté à ça, on y revient. C'est magnifique, c'est fantastique et on n'a plus mal, on est bien, la vie est belle. C'est étonnant que le froid soit désormais si encensé, quand on sait qu'il renvoie plutôt au champ lexical de la peur, Frisson, de la mort, refroidi, ou même encore une fois, à un prétendu problème sexuel féminin. frigide. Centre de cryothérapie. Les séances de cryothérapie sont indiquées dans de multiples situations. Tac. Liste des bienfaits. Burn-out, fatigue chronique, arthrose, fibromyalgie. Fibromyalgie. Peut-être qu'on lui en avait parlé. Parce que c'est vrai que, dit comme ça, une thérapie par le froid semble tout à fait recommandée dans le cas de Catherine. Neurologique, sclérose en plaques, troubles du sommeil, dermatologique, eczéma, psoriasis, psychique, traumatique, en post-opératoire, entorse, blessure, état dépressif, aider à la récupération en cas de jet lag, rhumatismal, troubles de la circulation, migraine, polyarthrite, diminution de la fatigue avec un gain d'énergie, perte de l'odorat suite au Covid, et de brûler des calories. Ils soignent tout sauf la mort, quoi. C'est un argument de vente majeur, hein. C'est absolument impressionnant. En fait, on dirait presque une liste de mots-clés pour un référencement sur les moteurs de recherche. J'ai l'impression que c'est une façon d'attirer toutes les personnes qui font des recherches sur telle ou telle pathologie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le consensus scientifique, il est sur le fait que la cryothérapie, ça peut nous aider à globalement nous apaiser. Ça peut avoir un effet calmant. On peut avoir des effets un petit peu analgésiques, mais c'est assez léger. Parce que, encore une fois, la cryothérapie, c'est superficiel. On observe quelques effets sur la récupération fonctionnelle, mais globalement, c'est à peu près tout. Quand le froid il est utilisé à des fins de santé, généralement, en fait, il est inclus dans le parcours de soins, exactement comme quand le chaud est utilisé à des fins de santé. Ça vient de personnes qui encadrent et qui ajoutent cela à une thérapie de manière généralisée. Ou est-ce qu'elle avait déjà testé dans son parcours de soins? La cryo l'avait soulagée et elle a eu envie de recommencer? J'ai jamais testé la cryothérapie corps entier. J'ai l'impression que le froid, de manière générale, il est un peu trop utilisé, un peu trop vu comme le remède miracle qui va aider à la récupération. Alors qu'en fait, il faut bien voir ce qu'on met derrière le terme récupération. Et j'ai le sentiment que les seuls moments où je pourrais vouloir recourir à du froid, par exemple typiquement pour réduire de l'inflammation, pour réduire de la douleur, et le type d'administration du froid qui pourrait m'apporter ces bénéfices-là, c'est plutôt le bain froid et pas la cryothérapie. Mais alors pourquoi utiliser un congélateur alors que l'eau est à portée de salle de bain? Une douche froide, c'était trop brutal. Est-ce qu'elle avait besoin de plus de douceur, de lenteur? Et d'ailleurs, comment elle a choisi son congélateur? Le meilleur congélateur coffre 2021 de notre comparatif est multifonction, s'adapte et satisfait vos différents besoins. Ce qu'on qualifie généralement de thérapies alternatives, ce sont des thérapies qui ne relèvent pas de la médecine conventionnelle.
En gros, c'est des pratiques qui assurent pouvoir prévenir ou guérir les maladies, mais qui ne sont pas reconnues comme relevant de la médecine conventionnelle parce qu'elles n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité au-delà de l'effet placebo. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir pris un comprimé, ça peut induire quelque chose chez la personne qui va lui faire du bien. Et ce qu'on nomme les effets contextuels, ça relève un petit peu de la même logique, c'est le fait qu'il y a tout un tas de déterminants qui vont aussi faire du bien à une personne sans qu'on ait besoin vraiment que la pratique soit efficace. Par exemple, on peut imaginer qu'une personne qui va voir un naturopathe se sente mieux, non pas parce que les techniques de naturopathie qui ont été proposées sont efficaces, mais parce que cette personne s'est sentie écoutée, parce que cette personne a eu en face d'elle une personne qui lui a paru crédible dans son rôle de thérapeute, parce que le tarif de la consultation était suffisamment élevé et que du coup ça rend la chose un petit peu plus sérieuse et qu'on y croit et donc on va ressentir des effets liés à ça. Voilà, tout un tas de petits facteurs comme ceci qui expliquent pourquoi, même quand une technique n'a pas d'efficacité propre, on peut se retrouver avec des bénéfices quand même. Et malgré tout ça, je ne cessais de penser au froid. À force de voir toutes ces expériences sur Internet et à ce que Catherine s'était infligé, moi aussi je voulais confronter mon corps au glacial, au gelé. Je préfère le... Hop là, très bien. Je prends votre date de naissance. 16-02-82. Alors, j'ai décidé de franchir la porte d'un de ces centres de bien-être. Est-ce qu'il y a des dispositifs médicaux dans le corps, des plaques, des vis, des lentilles de contact, un stent, un pacemaker? Non, pas que je sache. Tout est d'origine, tout va bien. Est-ce qu'au niveau cardiaque, des soucis, hypertension artérielle, phlébite, embolie, infarctus ou autre joyeuseté? Non. Hop. J'enregistre ça et je vais vous faire découvrir mon frigo ou mon congélateur, c'est comme on veut, hein. On va plutôt dire congélateur. Alors, elle a dit quoi? J'enlève tout? Hop. Oh, ça va être froid quand même. Mais je pense qu'il y a des gens surpris par le froid parce qu'elle a bien insisté sur il va faire froid. Ouais. Peut-être le piercing, je l'enlève. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je l'enlève. Super. Et voilà. Donc là, voilà, je suis complètement équipée. J'ai un bandeau blanc qui va sur mes oreilles. C'est assez assorti. J'ai une brassière noire que moi j'ai mis avec des manchons noirs et 2 grands gants blancs, mais comme un peu si j'étais un dessin animé de cartoon. Des grands gants blancs, culottes, des grosses chaussettes de ski et des crocs. Et le reste est nu. Donc c'est vraiment de toute beauté. Donc on prend la tension. Alors je mesure aussi la saturation. C'est le taux d'oxygène dans le sang. Bon, là on est à 100%, on va avoir du mal à faire mieux. Hein. Là, je sature tellement bien. Ah ouais, top sat. Ok, allez, bon c'est parti. À dans 3-4 minutes. Allez, je vous accompagne dans le premier sas. On rentre dans le premier sas qui est à moins 10 degrés. Moins 10 degrés, il va faire relativement frais. Il ne fait pas si froid que ça. Ensuite, par contre, on passe à moins 60. Donc, dans le premier sas, on passe 30 secondes et dans le deuxième sas, également 30 secondes. Moins 60, ouais, il va faire froid. C'est vraiment la première rencontre avec le grand froid. Et ensuite, pour finir, 3 minutes à moins 110. Hop, et j'ai démarré le chrono pour les 3 minutes. Bon, comment ça va? Ça va. Ça fume au niveau de la tête. C'est normal. Pendant 4 minutes, accompagnée de la musique de Rocky, j'ai mis mon corps en mode survie. Dans ce congélateur géant, j'ai poussé mon corps à l'extrême. On attaque la dernière minute. Comme vous pouvez le constater, 1 minute, c'est à la fois extrêmement court et extrêmement long. Il reste 30 secondes. Allez, là, ça picote bien, c'est normal. Allez, c'est terminé. Vous pouvez pousser les portes et sortir tranquillement. Ouais. Oh putain, c'est... Alors, bougez pas, je viens juste prendre la température de la peau. Alors là, ça fait hyper bizarre parce que ça fait des sensations dans les jambes, surtout, tu sais, comme... Vous entendez comme je suis exaltée? Ça... attends, c'est quoi les... Ah, c'est bizarre. Attends, je suis... attends. Juste avant de ressentir quelques heures plus tard une intense fatigue.
parce que j'ai eu la sensation en 4 minutes d'avoir passé une journée au sport d'hiver. Est-ce que Catherine aussi a vécu ce genre de sensation ? C'est joli, ça fait quoi ? Voilà, les pieds sont très très blancs. On dirait un filet de poulet dans un congélo. Donc, j'avais une température à 11 degrés en sortie de machine et à 1 degré en ras de chaussettes. Bon, allez, je vous laisse vous changer. Ouais, merci beaucoup. Quelle expérience ! Bah non, mais c'était hyper impressionnant. Ah ouais ? Ouais, de te voir enfermée et de voir la fumée sortir au il y a de la fur et à fumée. mesure, que Moi, tu je la voyais même pas, en respirais. fait. Je sais pas, ça me renvoie à un imaginaire un peu morbide. Est-ce que vous voulez que je vous serve un petit thé, un petit café, une tisane, un verre d'eau ? Bah, pourquoi pas un Pour se réchauffer. Un petit thé, ouais, je veux Petit bien. thé, eh ben pas de souci. Quand on regarde le parcours, il est généralement orienté autour du bien-être au sens large et pas uniquement de la cryothérapie. On va poser son téléphone, on se déshabille, on se met en peignoir, on est dans un siège qui est confortable, on peut fermer les yeux 5 minutes et attendre notre tour pour passer à la cryo. On sort, on a la même chose. En fait, on a un temps pour soi qu'on n'a pas forcément à la maison, ou si la technologie elle-même peut manquer d'efficacité, et ben en fait, elle est entourée dans un contexte qui, lui, peut faire du bien. Alors moi, j'ai mis énormément de temps à me réchauffer. La sensation de froid restait dans mes membres. Et si je restais coincée ? Et si chez moi ça créait l'inverse de l'effet placebo, une sorte d'effet nocebo, où la cryo serait désormais la cause de tous mes maux ? N'importe quoi. Mauvaise foi. Je comprends qu'on cherche toutes les solutions possibles quand plus rien ne fonctionne. Et je ne nie pas que des personnes qui souffrent de douleurs vont se sentir apaisées quelques instants et vont probablement mieux dormir le soir même, ce qui aura des effets vertueux. Mais ce que je ne comprends pas dans la cryo et de nombreuses thérapies dites alternatives, c'est l'individualisation et cette privatisation du soin et du bien-être, et le coût que ça représente. À qui s'adresse-t-elle ? Qui peut se permettre d'avoir ce temps à soi ? De dépenser des centaines, voire des milliers d'euros en plein hiver pour des cures de froid ? Et pourquoi ce dépassement physique ? Aller toujours plus loin dans la performance du corps ? Pourquoi faire endurer tout cela à sa propre chair ? Parce que dans les classes moyennes et bourgeoises, le corps n'est plus mis à l'épreuve ? Demandez à des personnes dont le corps est éprouvé chaque jour, au travail, à la maison, dans la rue, si elles vont aller se faire souffrir physiquement pour leur bien-être. Quand on parle de santé mentale, il y a un côté un peu absolu. Soit tu vas bien, soit tu vas pas bien, en gros. Or, il y a des situations de la vie qui font que aller pas bien, c'est normal. Il n'est pas question d'être en bonne santé mentale quand on vient de vivre un truc horrible. Et de la même façon, quand on est précarisé pour tout un tas de choses et qu'on vit des choses difficiles, c'est normal d'aller pas bien. De tout centrer sur l'individu en disant bon, c'est la question de la santé mentale de cet individu qui va nous intéresser, et de l'extirper du coup du système dans lequel il est, eh ben c'est presque surresponsabiliser les individus vis-à-vis de leur santé mentale, comme si ex nihilo, il n'y avait pas de raison de ne pas aller bien, quoi. Et la santé mentale, elle a tendance, il me semble, à devenir un discours un peu aseptisé où il faut absolument aller bien, quoi. Ça a tendance à être un peu récupéré par tout un tas de processus capitalistes où ça devient un marchandage aussi, de vendre une bonne santé. Tandis qu'en parallèle, c'est tout le système de santé qu'on démantèle, qui laisse place à l'irruption de nouveaux établissements privés. Cet accident rarissime dans une salle de sport, une personne est morte et une autre grièvement blessée lors d'une séance de cryothérapie. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, une fuite d'azote serait à l'origine du drame. Ce drame peut arriver parce que jusqu'à présent, n'importe qui peut se prétendre cryothérapeute ou ouvrir un centre. Il n'y a aucune régulation. Comme partout, il y a des gens bienveillants et compétents et d'autres non. Il y a pas mal d'éléments qui continuent de me refroidir. Par exemple, comme Catherine, ce sont de nombreuses femmes en errance thérapeutique ou ayant subi des violences qui sont attirées par ce genre de pratique. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une croyance qui persiste. Pas qu'une d'ailleurs.
Beaucoup des personnes qui se tournent vers les médecines dites alternatives, ils voient quelque chose d'un petit peu féministe, d'un peu empouvoirant, d'un peu autonomisant pour les femmes, du fait qu'on se retrouve dans un rapport prescripteur-patient un peu plus équitable. On a l'impression d'avoir des conseils personnalisés, d'être écouté en tant que femme. Sauf qu'en fait, c'est dans ces milieux-là qu'infusent les discours les plus essentialisants. C'est là qu'on va vous parler de la femme réduite à ses organes génitaux, presque en fait. La vision de la femme dans ces milieux-là, elle est tout sauf progressiste. C'est extrêmement problématique d'accorder du crédit aujourd'hui, dans une perspective féministe, à des discours aussi essentialisants que ceux sur le féminin sacré. Créer une véritable union avec soi, avec notre grand soi. Cette union-là n'est possible qu'avec l'éveil du féminin en soi, c'est-à-dire la vraie union avec son âme. Vous allez voir qu'on a pas mal de rituels de guérison et vous comprendrez à quel point en fait prendre soin de la femme sacrée que l'on a à l'intérieur de nous va nous permettre, comme je vous le disais moi tout à l'heure, de vraiment guérir vos blessures. Petit à petit, la spiritualité s'immisce comme nouvelle compagne dans le parcours de soins des femmes. Infuse alors de nouvelles croyances qui font la part belle aux pseudosciences. Ceci dit, dans mes recherches, c'est sur un homme que je suis très vite tombée. Wim Hof. Vous n'avez peut-être jamais entendu son nom, pourtant c'est la star du froid. Il se fait aussi appeler Iceman, l'homme de glace. C'est un Néerlandais de 67 ans. Wim Hof parcourt les plateaux télé et multiplie les performances. Il est capable de rester immergé près de 2 heures dans la glace. Pour le commun des mortels, l'espérance de vie dans une eau à 0 degré ne dépasse pas 30 minutes. Iceman s'attaque aussi au plus haut sommet, en short et torse nu. Au-delà de monter le Kilimandjaro en slip, il développe surtout sa méthode modestement appelée Wim Hof. Elle associe exercice de respiration, bain glacé et méditation. Il y aurait des milliers d'adeptes à travers le monde et plus de 1200 instructeurs et instructrices ont été formés. Pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Continue comme ça. Bien que semblant apporter bien-être et bienfait, cette méthode empreinte de code viriliste est problématique sur plusieurs points. Il y a des gens qui font les respirations notamment dans l'eau et qui du coup tombent dans les pommes et en fait il suffit de 1 cm3 d'eau pour mourir quoi. L'eau va dans les poumons, donc les poumons ne peuvent plus fonctionner, donc l'oxygène n'est plus acheminé au cerveau, et c'est fini. De clic en clic, d'article en article, j'adore les différentes formes du froid, ça me fascine. Je suis tombée sur Hélène, une ancienne instructrice. C'était un régal, je ne sais pas comment vous dire autrement. Elle s'est désolidarisée de Wim Hof. Inspire profondément. Et sur l'expire, stop. Scott Carney, dans son livre What Doesn't Kill Us, il y a un passage où ils gravissent le Kilimandjaro, mais Scott Carney dit à Wim, on est en groupe, en fait, là tu vas trop vite, il faut attendre les autres, là, ils sont fatigués, ils ont besoin d'une pause. Et Wim dit, non, en fait, il faut qu'on dépasse le record là. Et du coup, il les attend pas et il y va quoi, pour vaincre le record. Il y en a un qui allait faire pipi. Et en fait, ce qui peut arriver dans ces cas-là, c'est qu'on tombe dans les pommes. Le fait d'uriner en étant en hypothermie, ça peut aggraver l'hypothermie et on peut tomber dans les pommes. C'est juste qu'il a eu de la chance et que quelqu'un d'autre du groupe s'est inquiété de où il était. Il l'a retrouvé, mais sans ça, ça aurait pu être dramatique, quoi. Comme dans toutes les situations de pouvoir, les thérapies dites alternatives ne sont pas épargnées des systèmes de domination. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas rares dans ces milieux. Et d'ailleurs, on sait désormais que Wim Hof a été condamné pour violence sur son ex-femme et sur son enfant qu'il n'a plus le droit de voir. Hélène a voulu en parler en interne, mais elle s'est confrontée au silence. En essayant de briser la glace, Hélène n'a trouvé aucun écho. Une fois encore, quand une femme subit ou dénonce, sa parole est minimisée, dévoyée, effacée. Pas besoin d'aller dans ces bacs de glaçons. Toutes ces histoires font froid dans le dos. Et je continuais de penser à Catherine. Mais ce qui est fou, c'est que même après tout ça, j'ai senti ma curiosité titillée par une sensation étrange. J'ai encore eu envie de confronter mon corps au froid, d'une autre manière,
comme si j'étais passée à côté de quelque chose. Et j'ai eu une chance incroyable. J'ai eu l'occasion d'aller au Groenland, de me rapprocher de celles et ceux dont le corps s'est adapté au froid, pas par performance, pas par bien-être, pas par autocentrisme, mais par nécessité. Bon, en juin, il fait jour 24 heures sur 24, ça oui, mais il ne fait plus très froid. Par contre, l'eau, si. C'est là-bas que j'ai rencontré mon gourou à moi, Patrice. Le froid, il rentre par les extrémités surtout. Et du coup, si t'as peur d'avoir froid, peut-être tu peux garder ton bonnet. Il est adepte de nage en eau froide. Ça rend heureux, quoi. En fait, ça a profondément changé ma vie. C'est radical. Bien sûr, les Groenlandais se moquent volontiers de cette pratique. Ils ne comprennent même pas l'idée. Pour leur bien-être, ils se réfugient dans leur maison surchauffée. Et pourtant, j'étais prête à tout avec Patrice. Là, on va être bien, on pourra venir se sécher sur les cailloux au soleil, là. En plus, ce jour-là, il y avait du soleil et une température extérieure agréable. J'étais en confiance. Mais si tu veux, je veux bien venir avec toi. Et puis, si c'est gratuit et que ça peut rendre heureuse... Peut-être faut que je prenne mes habits... C'est aussi cool de pas se rhabiller tout de suite. Parce que c'est... moi, je trouve que c'est le plus grisant, c'est aussi d'être à poil dans le froid, quoi. Moi, je pense que c'est génial, mais que, ouais, il faut faire ça avec humilité et respect par rapport à l'environnement dans lequel on est. Il faut pas que ce soit une pratique d'oubli de soi-même. Oh, putain. Et là, mon cœur s'est figé. Ah mais c'est ma respiration. Ça fait presque tourner un peu la tête, tu sais. Ma respiration s'est emballée. J'ai paniqué. Est-ce que Catherine s'est oubliée ? Est-ce qu'elle voulait oublier ? Ou est-ce qu'on l'a oubliée ? En tout cas, ce jour-là, j'ai compris l'ambivalence. À la fois le bien-être et la violence. Et voilà comment j'en suis arrivée là. La boucle était bouclée. Ou presque. Parce qu'en sortant, j'ai eu l'envie d'y retourner, de réessayer, de m'améliorer. Je commençais à être prise à mon propre piège. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête cette enquête. Que je passe à autre chose. Quand Hélène m'a fait une dernière révélation. C'est quoi du coup que vous appelez un congélateur ? C'est un congélateur comme pour mettre chez nous nos aliments ? Oui, c'est ça. C'est un congélateur coffre que j'ai customisé pour prendre mes bains glacés dedans au lieu de mettre de la nourriture dedans. Catherine n'est donc pas la seule à avoir eu cette idée. Ok, et là le congélateur il est vide, c'est juste l'air du congélateur. Non, c'est de l'eau, il y a de l'eau. Ah, il y a de l'eau. Ok, mais qui du coup ne gèle pas. Non, elle gèle pas parce que je mets 0,5 degrés max, donc c'est en dessous de 0 pour geler quoi. Et du coup, vous laissez la porte ouverte du congélateur ? Quand je suis dedans, oui. Sinon, c'est fermé pour que le froid ne s'échappe pas trop quoi. Je réalise que je m'étais pas dit... Elle a mis de l'eau dans son congélateur, ouais. Mais j'imagine, oui. En fait, moi, je l'imaginais vide et que le congélateur, il faisait du froid. Mais c'est qu'il y avait de l'eau, en fait, mais oui. Je n'y avais même pas pensé. Est-ce que le congélateur de Catherine était rempli d'eau ? Est-ce qu'en fait, elle tentait des techniques de bain glacé et non de cryothérapie ? Un frisson a traversé tout mon corps. Il y a 5 étapes du froid. C'est pour ça que c'est important de le faire avec quelqu'un. Moi, je dis toujours, il faut sortir avant d'être en étape 3. Et l'étape 5, c'est de délirer, d'être complètement anesthésié, de plus savoir si on a chaud, si on a froid, et de tenir des propos incohérents. Ça peut être de la panique, ça peut être un genre de calme très profond aussi. Et dans les phases avancées de l'hypothermie, la coordination et le jugement se dégradent, et certaines personnes peuvent ressentir une immense fatigue, voire un besoin de dormir. Est-ce que c'est ça qui lui est arrivé ? Et oui, moi je vois très bien comment, quand on ressent une immense détresse physique ou psychologique et qu'on a l'habitude du froid, de se poser dans son congèle, de passer les étapes 1, de passer les étapes 2 et de se dire « Ah, encore un petit peu parce que là, enfin, j'ai un répit sur ma souffrance. J'ai enfin du répit. » Peut-être aussi de se dire c'est pas si mal que ça finisse comme ça, quoi.
Je comprends que ce soit un cheminement possible. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé ou quoi, mais j'entends que ce soit possible de souhaiter mourir comme ça, quoi. Est-ce que c'est ça qui lui est passé par la tête ? Pour juger du côté fou de cette idée-là, je vous en laisse juge. En effet, de tout ça, vous en penserez ce que vous voudrez. Mais de mon côté, je ne crois pas que la folie soit innée, ou même par essence genrée, comme on essaie parfois de nous en persuader. Elle n'existe que dans une société. Par contre, je pense que l'abandon, la solitude, la douleur, la pression de la norme, les traumatismes, les violences, c'est-à-dire les souffrances, peuvent conduire à la folie. Et c'est un fait, les personnes minorisées sont les plus touchées par ces souffrances. Catherine n'apportera jamais les réponses à mes questions, mais il est temps que je la laisse dormir pour de bon. J'espère que là où elle repose, elle a trouvé sa température idéale. À toutes les Catherine, les femmes gelées et les givrées.